Alors déjà, j'ai un scoop. J'ai un scoop pour vous. Toute l'histoire des sociétés jusqu'à nos jours n'a été que l'histoire de la lutte des classes. Alors ça, Stéphane m'a un peu spoil le début, mais c'est la première phrase du manifeste du Parti communiste de Marx et Engels. Faut pas oublier Engels. Alors vous avez sans doute du coup déjà entendu cette phrase il y a 10 minutes, mais cette phrase qu'on entend souvent, est-ce qu'on la comprend vraiment? Est-ce qu'on en mesure vraiment la portée? Alors au cours de l'introduction de mon intervention, je me suis dit que ce serait bien de revoir une sorte de résumé un peu rapide et non exhaustif de la pensée marxiste en 3 temps, afin de démontrer en quoi la lutte des classes, qui semble être, comme on l'a dit, une constante de l'humanité, pourrait en fait finalement être arrivée à ses limites. Alors l'objectif sera de ne plus faire de la lutte des classes la dynamique constante de la société, mais le bourreau de la société. Bon alors pour Marx, normalement, vous en avez déjà un peu entendu vaguement parler, c'est un philosophe, journaliste, économiste allemand, enfin allemand mais qui a vécu plutôt en France et en Angleterre et en Belgique parce qu'à chaque fois il était exilé politique. Et il a inventé, si on peut dire, un courant politique qui est toujours vivant aujourd'hui, qui s'appelle le communisme. Alors comment tout ça s'organise? Dans un premier temps, il y a ce qu'on appelle la philosophie marxiste, qu'on appelle le matérialisme historique. Alors là, c'est vraiment une prise de position philosophique pure. Alors le matérialisme historique, d'abord, matérialisme, c'est penser que tout provient d'abord de la matière, et non des idées, sinon on est idéaliste. Et pourquoi historique? Parce que ça sous-entend par là que c'est les événements historiques et les structures sociales qui sont principalement façonnés par les conditions matérielles d'existence. Alors, en gros, les conditions matérielles de la société, c'est ce qui détermine la nature de la société. C'est ce qui façonne nos mentalités. Si vous naissez au XVe siècle dans un petit village ou si vous naissez au XXIe siècle dans une grande ville, vous n'allez pas penser de la même façon. Pourquoi, dirait Marx? Parce qu'on n'a pas les mêmes conditions matérielles d'existence. Et dans le cadre d'aujourd'hui, on va le voir que ça a toute son importance. Alors dans un second temps, quand on parle de marxisme, on parle de ce qu'on appelle la sociologie de Marx. C'est la fameuse phrase « Toute l'histoire des sociétés jusqu'à nos jours n'a été que l'histoire de lutte des classes ». Donc toutes les sociétés, nous dit Marx, sont faites d'opprimés et d'oppresseurs qui luttent les uns contre les autres. Ce qui est intéressant, ici, je trouve, c'est que la lutte est vue comme le moteur de la société. C'est ce qui pousse la société à se transformer et à évoluer en fonction des situations économiques ou politiques. Alors Marx, il fait ça dans une longue analyse des sociétés des Grecs jusqu'à nous, en disant que chez les Grecs, les rapports de force sont entre les esclaves et les hommes libres, c'est ce qu'on a vu. Ensuite, au Moyen-Âge, entre les serfs qui sont dominés par les seigneurs, et à partir du 19e siècle, c'est le prolétaire qui est dominé par le bourgeois. Et alors dans son analyse du capitalisme, ce qu'il remarque, c'est que c'est un système qui cherche principalement à faire du profit. Et le profit, ça exploite nécessairement les travailleurs. Nécessairement, ça veut dire que c'est obligatoire. Il n'y a pas d'issue possible, il n'y a pas d'autre issue possible. Et du coup, c'est pourquoi il faut abolir le capitalisme, nous dit Marx. Et alors pourquoi le capitalisme exploite nécessairement les travailleurs? C'est assez rapide, c'est dans la théorie de la plus-value qui développe ça. C'est quelque chose que tout le monde, aujourd'hui, je crois, expérimente au quotidien. C'est que le travail des hommes, quand on va au boulot, se divise en 2 parties. Il y a la partie où on travaille pour notre salaire et il y a la partie où on travaille pour le capital. On sait tous que la somme qu'on rapporte à notre entreprise en tant que travailleur n'est pas la même que celle qu'on a en salaire. Ça paraît évident. Et donc c'est ce qui crée, nous dit Marx, une différence de valeur entre la valeur du travail et la valeur de l'objet produit. Et puisque j'ai le temps, je pourrais vous parler aussi de la journée de travail. Tenez, pour vous, dites-moi à peu près combien de temps dure une journée de travail aujourd'hui? 8 heures? D'autres propositions? Non, à peu près. 7? Bon, 7, 8, on est à peu près d'accord là-dessus. Et bien pour Marx, la durée de travail, la durée de la journée de travail, elle dure 24 heures. Pourquoi? Parce que tout ce qu'on fait en dehors de notre journée de travail, c'est-à-dire manger, se reposer, dormir, etc., eh ben, ce sont des choses qui sont nécessaires à la reproduction de la force de travail pour le lendemain. Donc en fait, pour Marx, même nos nuits, elles sont au service du capital. Donc c'est quand même intéressant, je trouve ça toujours intéressant de le dire parce que ça change un peu la perspective qu'on a avec le travail. Donc dans ce cadre, vous l'aurez compris, Marx identifie la société capitaliste comme étant
problématique, et dire problématique est un euphémisme, ce qui mène à la théorie révolutionnaire de Marx. Alors là, c'est pas très compliqué, c'est l'idée qu'il faut renverser ce système. Au fond, ça se résume en 2 citations. La première, c'est « Les philosophes jusqu'ici n'ont fait qu'interpréter le monde, ce qui importe désormais, c'est de le transformer ». Donc, en gros, là, c'est l'idée que les philosophes ils sont bien gentils d'analyser les sociétés, mais à un moment donné, il faut faire quelque chose pour que ça change. Et la deuxième, c'est la conclusion, du coup, toujours du manifeste du Parti communiste. Ça, vraiment, je vous le conseille, hein, c'est 40 pages, c'est pas long du tout, ça se lit bien. Et alors, la deuxième, c'est la conclusion du manifeste, c'est « Prolétaires de tous les pays, unissez-vous ». Voilà. Alors, nous en avons donc fini avec le marxisme, et nous saluons par ailleurs toutes ces analyses. Mais la question de la richesse et de la pauvreté, ce soir, je crois, nous renvoie au réel. Plus précisément, diraient les latins, au hic et nunc, à l'ici et le maintenant. Dans l'étoffe de philosophe de ce soir, on ressent dans la formulation du sujet une forme d'urgence, une forme d'actualité. Et de ce fait, nos sociétés modernes, ou postmodernes, sont celles qui ont vu naître les plus grands écarts de mode de vie entre les individus. D'une part, bien sûr, dans l'aspect économique pur, le système capitalisme étant basé, on l'a dit, sur l'accumulation, mais aussi par les progrès matériels et techniques, notamment à travers les modes de déplacement. Alors là, j'ai une petite anecdote. J'ai le père d'un copain qui travaille dans le bâtiment, dans le sud de la France, et il a refait, pour vous dire, le carrelage chez un homme que tout le monde connaît, très riche et très célèbre. Et il nous expliquait que donc leur maison est à Cannes, et le soir, ils avaient une soirée à Monaco. Cannes, Monaco, j'ai regardé sur Internet, ça prend à peu près 1 heure en voiture. Et bien, vous le croyez ou pas, ils y sont allés en hélicoptère. Donc rien que ça, déjà, je crois que ça dit énormément de choses sur les perspectives, les modes de vie, la façon de vivre, et sur vraiment la différence des modes de vie qui existent. Et donc, dans ce cadre toujours, la grande question qui animera mon développement à présent sera celle d'étudier, comme énoncé dans le texte de présentation de cette soirée, les effets de tels écarts de richesse et de tels écarts de mode de vie. Puisque la Révolution française et l'avènement du capitalisme ont fait de la liberté individuelle l'épicentre de leur système idéologique, peut-on encore parler de classe dans une société individualiste? Peut-on parler de classe sociale si celles-ci sont dépourvues de conscience de soi? Si la lutte des classes est le moteur de la société, alors la non-existence d'une conscience de classe, donc l'absence de lutte de classe, impliquerait nécessairement une non-existence de société. Dans ces conditions, peut-on encore parler de société? Peut-on encore parler de social, de peuple ou de peuple pour parler de nous? Au fond, est-ce que le nous ne serait pas plutôt devenu un je? En tout cas, si le nous est devenu un je, alors faites vos jeux, mais c'est que rien ne va plus. Dans un premier temps, du coup, maintenant, je vais essayer d'explorer avec vous les conditions d'existence du nous, autrement dit du social. Et je m'appuierai principalement sur 2 auteurs, à savoir Émile Durkheim et Auguste Comte. Alors, pour les présenter rapidement, parce que je ne sais pas si tout le monde voit vraiment qui c'est, Émile Durkheim, il a une formation de philosophe, mais il est considéré comme le fondateur de la sociologie. C'est un homme du XXe siècle, du XIXe et du début du XXe, et donc je m'appuierai sur son livre « Les formes élémentaires de la vie religieuse », pour ceux que ça intéresse. Et en ce qui concerne Auguste Comte, il est mort 1 an avant la naissance de Durkheim, c'est un homme du XIXe, qui est le fondateur d'un courant qu'on appelle le positivisme. Alors pour le dire vite, la philosophie positive, c'est la philosophie envisagée comme une véritable science. C'est l'idée qu'il faudrait ne s'en tenir qu'aux faits scientifiques et arrêter de spéculer sur ce qu'on ne peut pas connaître empiriquement. Autrement dit, c'est la fin de la métaphysique. C'est le passage du pourquoi au comment. Et alors ici, le comment, c'est comment se créer du commun. Et Auguste Comte réfléchit là-dessus. Et alors dans le courant positiviste, Comte nous dit que pour comprendre la dynamique du commun, les conditions d'existence, il ne faut pas partir des individus et savoir comment les individus se rejoignent entre eux, mais il faut partir de la totalité. Il considère que la société ne peut pas exister sans une organisation de ce qu'il appelle le pouvoir spirituel. C'est-à-dire que le pouvoir spirituel a pour mission de faire advenir en nous un double consensus intérieur et social en investissant artificiellement la sociabilité de la prépondérance que possède naturellement la personnalité.
On va souffler un petit coup. En fait, le pouvoir spirituel, c'est comme la projection sur toute la société de ce qu'il appelle le consensus intérieur. Donc, je vais revenir sur ce que c'est. C'est-à-dire l'harmonie du sujet avec lui-même qui résulte de sa régulation avec le monde. C'est beaucoup de mots compliqués, en fait, pour dire que c'est ce que la société républicaine appelle un citoyen. Quelqu'un qui est capable de prendre en considération l'existence du social dans sa prise de décision individuelle. Et ça peut prendre des formes très concrètes. Par exemple, rouler en voiture doucement, c'est agir individuellement, mais en prenant en compte l'existence du social. Et pour contre, il ne peut pas exister de société sans pouvoir spirituel. Il ne peut pas y avoir de société de gens qui n'agissent que pour eux-mêmes. Et pour Émile Durkheim, l'existence d'un tissu social commence là où il y a du religieux, cette fois. Alors le religieux, il développe ça dans l'étude des sociétés primitives, études durant lesquelles il cherche à savoir ce qui réunit les individus et crée un sentiment social. Alors d'abord, je dois préciser que le religieux chez Durkheim, c'est pas au sens où on l'entend aujourd'hui, dans le sens où les religions, le christianisme, le judaïsme, etc. Chez Durkheim, il élargit le concept à un ensemble de croyances et de rituels qui ont à voir avec ce qu'on appelle le sacré. Alors le sacré, ça peut être n'importe quoi, du totem d'une tribu, un bâtiment en particulier comme une église, ou un simple arbre, je pense notamment au sapin de Noël. L'important dans le sacré, c'est que pour la communauté, cet objet est plus que ce qu'il est. Le sapin de Noël, c'est pas juste un arbre au milieu de la maison, c'est pas une plante comme les autres. Et ça, c'est ce que Durkheim appelle précisément le sacré. Et le sacré, ça s'oppose au profane. Ça, tout le monde le sait. Donc, si le sacré est le dépassement de l'objet, de sa fonction ou de son essence première, alors le profane, c'est tout le contraire. C'est le quotidien, l'ordinaire, l'inutile, enfin voilà. Donc, pour Durkheim, cette dichotomie entre le sacré et le social, c'est ce qui crée, c'est ce qui constitue le tissu social. Parce que les rituels et les cultes religieux rassemblent et renforcent les liens. Et les rituels religieux, je rappelle ici que c'est pas forcément aller à la messe le dimanche. Ça peut être aller au foot tous les dimanches, ça peut être quand tout un zénith chante ensemble à un concert. Ça, c'est même précisément ce que Durkheim appelle l'effervescence du collectif. Et quand on est à un concert avec 10 000 autres personnes, on est lié de façon spirituelle avec la personne qui se trouve à l'autre bout de la salle, alors qu'on ne la connaît pas et on ne lui parlera jamais de notre vie. Durkheim appelle ça la conscience collective, le sentiment d'appartenance à un groupe. Les gens se sentent connectés par des valeurs communes et par des idées. Et cette conscience collective, c'est tout simplement ce que Durkheim appelle le social. Alors voilà, c'est beau, la société, on est tous liés les uns les autres, alors qu'on ne se connaît pas, c'est génial. Mais attention, parce que maintenant, dès lors que vous êtes dans une société où il n'y a pas de conscience collective, alors il n'y a pas de social, alors vous n'êtes plus dans une société. Vous êtes dans une foule. Vous faites partie d'un agrégat d'individus superposés les uns à côté des autres qui n'ont aucun lien entre eux. Vous êtes dans une société individualiste. Et il y a un constat que fait Durkheim dans l'évolution de nos sociétés, notamment dans le travail, c'est qu'il y a eu un changement social. Les sociétés seraient passées d'une solidarité dite mécanique à une solidarité organique. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Les sociétés qu'il appelle les sociétés traditionnelles, autrement dit on peut l'identifier à avant la Révolution française, ce sont des sociétés où la solidarité est dite mécanique parce que les individus se ressemblent. On peut identifier ça aux sociétés du Moyen-Âge où tout le monde, grosso modo, est paysan. Donc, puisque tout le monde fait la même chose, alors la conscience collective est forte. La solidarité repose sur la ressemblance. En revanche, dans les sociétés modernes, avec la division du travail, la conscience collective est plus faible et, par conséquent, la seule cohésion sociale qui existe vient de la division du travail. Cette fois, la solidarité est dite organique parce que les individus sont tous interdépendants. Ils dépendent les uns des autres. La solidarité repose alors sur la complémentarité et plus sur la ressemblance. Les individus sont dépendants les uns des autres puisqu'ils exercent des fonctions différenciées. En fait, ils sont comme les organes du corps humain. C'est pour ça qu'il dit organique. Ça peut sembler abstrait comme ça, mais dit grossièrement, c'est le charcutier qui est lié au boulanger, parce que quand il a envie d'acheter sa baguette de pain, il va chez le boulanger, et le boulanger, quand il a envie d'acheter de la viande, il va chez le charcutier. Donc les deux sont liés. Et ce qui est intéressant ici, dans cet exemple un peu banal, c'est que les deux
trouvent leur relation d'interdépendance sociale à travers le marché économique. C'est au sein du marché que s'établissent toutes les relations. C'est le début du capitalisme. Alors dans cette seconde partie, du coup, pour en revenir au sujet de la richesse et de la pauvreté, on peut aisément affirmer que cette solidarité organique s'est organisée à partir de la Révolution française, industrielle, et depuis l'institution du système capitaliste. Alors là, je vois qu'il y a des jeunes. Est-ce que quelqu'un peut me citer la devise de la Révolution française? C'est quoi? Liberté, égalité, fraternité. Très bien. Alors, liberté, égalité, fraternité, qu'est-ce qu'il en reste? Alors, la liberté, d'abord, on voit bien à quoi ça fait référence. La liberté individuelle, le pouvoir de tout choisir. C'est ce qui caractérise nos sociétés. Choisir sa femme, choisir son lieu de vie, choisir le sport qu'on veut faire, choisir la couleur de ses cheveux, de ses yeux. On va même jusqu'à choisir son genre. On choisit quel enfant on veut élever, on choisit ses études pour pouvoir choisir son travail. Bref, nous sommes dans des sociétés du choix. C'est la liberté. Alors, petite précision. J'ai dit choisir son travail, que les choses soient claires. Je ne suis pas en train de dire qu'il serait facile de changer de travail dans le sens où il suffirait de traverser la rue pour trouver un travail. Je ne sais pas quel imbécile pourrait dire un truc comme ça. Non. Moi, ce que je dis, c'est que avant la Révolution française, dans l'Ancien Régime, vous n'avez pas énormément de choix de travail en fait. Vous êtes dans une société monarchique avec des privilèges féodaux, et comme on l'a vu au début avec Durkheim, la solidarité est mécanique, c'est-à-dire que tout le monde fait à peu près la même chose, être paysan. Donc on n'a pas beaucoup le choix. Il n'existe pas des entreprises comme aujourd'hui avec 50 employés qui font tous des tâches différentes. L'idée de libéralisme, d'un point de vue économique, à l'échelle de la société, c'est la fameuse main invisible du marché d'Adam Smith, pour qui chacun cherche à satisfaire ses intérêts propres. Et pour Smith, si chacun cherche à satisfaire ses intérêts propres, alors la société va naturellement se réguler. Je vous accorde que ce sont des gros poncifs d'économie, mais c'est quand même important dans la question de savoir pourquoi on en est là. Enfin, pourquoi on en est arrivé là, qu'est-ce qui fait qu'on en est là aujourd'hui. Alors, donc je disais, pour Smith, chacun cherche à satisfaire ses propres intérêts, alors la société se régule automatiquement. Donc, ce que nous dit Smith, c'est qu'il faut mettre sa propre individualité avant tout, et naturellement, si tout le monde met sa propre individualité avant tout, la société va finir par se réguler. Mais c'est pas le seul, Adam Smith. Il y a un autre philosophe qui s'appelle John Stuart Mill, que vous connaissez peut-être moins, qui a développé le concept de tyrannie de la majorité. Il pense que l'individu doit conserver ses libertés individuelles et que chacun fasse attention à ce que la majorité ne devienne pas tyrannique. Je peux aussi vous parler de Jean-Baptiste Say, par exemple, le troisième mousquetaire, ou le troisième petit cochon, peu importe. Il inverse la charge économique en faisant non plus reposer la production sur une demande, mais sur la production elle-même. En gros, c'est dire, on n'a qu'à produire, les gens finiront bien par acheter. Il a inventé ce truc qu'on entend souvent aujourd'hui, c'est de créer le besoin. Il faut créer le besoin. Il faut créer le besoin et il y aura du commerce. Et le commerce, c'est génial, parce que ça assure la liberté entre les nations, etc. Ça renforce évidemment ici l'idée que la clé pour stimuler l'économie, c'est de laisser les gens produire ce qu'ils veulent librement, et le marché s'occupera du reste. Alors, tous ces gens sont les pères de notre monde. La spécialisation des tâches, l'interdépendance, la primauté de l'individu, c'est clairement le monde dans lequel on vit. Maintenant, pour ce qui est de l'égalité et de la fraternité. Alors, on va faire un peu le jeu des 7 différences. Alors, avant la Révolution française, le roi et sa cour s'offrent de grands buffets avec des feux d'artifice, des bals, des événements grandioses dans des grands palais, tout ça sur le dos du peuple qui crève de faim. Et alors aujourd'hui, grâce à la Révolution française qui a apporté l'égalité dans la société, le président Macron s'offre un banquet avec le roi d'Angleterre au château de Versailles qui coûte des millions d'euros au peuple alors que ce dernier est obligé de travailler plus longtemps. On vit de moins en moins bien. Il y a eu un problème. Il n'y a pas vraiment de différence en fait. Bon, ça montre bien quand même que la Révolution n'a pas apporté grand-chose. Bon, alors là, du coup, je vous épargne toutes les statistiques sur la paupérisation de la société, l'accès au logement, la baisse du pouvoir d'achat, l'ubérisation. On observe, quoi qu'il arrive, dans le réel, que les écarts de mode de vie entre les hommes sont sans cesse croissants. Les riches sont toujours plus riches et les pauvres toujours plus pauvres.
En ce qui concerne la fraternité maintenant, et c'est là que ça devient intéressant, le social devient résiduel. Et les oppositions entre les idéologies persistent à ce point qu'on ne peut même plus parler aujourd'hui de débat, mais plutôt de combat. C'est la grande mode du clash. On veut que les gens se clashent. Mais alors, nous aurait-on menti ? Est-ce que le libéralisme économique, censé épanouir l'individu en devenant le fameux self-made man, un auto-entrepreneur brillant et grimpant à l'échelle sociale seul, ne serait pas en fait un système d'hommes petits, seuls et enfermés dans leur interdépendance ? L'interdépendance elle-même n'est pas, de manière très conceptuelle, l'inverse de la liberté. L'interdépendance n'est-elle pas le contraire aussi de l'idée de société, de pouvoir spirituel et de ce que Durkheim appelle le social ? C'est-à-dire, est-ce que nous ne serions pas en fait dans des sociétés individualistes ? C'est-à-dire, plus dans des sociétés, concrètement. Si on considère que la solidarité organique, c'est-à-dire interdépendance, n'est pas une solidarité et que seule la solidarité envisageable est la solidarité mécanique ou spirituelle, alors les écarts gigantesques de richesse de mode de vie entre les individus feraient de nos sociétés les sociétés de la fin des sociétés. Et alors dans ce troisième et ultime moment, l'idée sera donc de questionner le contenu d'une société individualiste telle que nous en sommes les acteurs, et pourquoi pas questionner, nous demander si au fond, nous avons réellement besoin de social. Alors, pour aborder cette question, nous allons revenir un petit coup à Durkheim, mais cette fois pas dans le même livre que tout à l'heure, cette fois en nous appuyant sur un ouvrage qui s'appelle Le Suicide. Alors le Suicide, c'est un ouvrage de Durkheim qui explore les causes sociales du suicide. Il se pose la question, pourquoi est-ce que les gens se suicident ? Alors, il identifie dedans 3 types de suicides. Le premier, c'est le suicide égoïste, qui est dû à un manque d'intégration sociale, à cause d'une faible interaction avec les individus. Il y a un manque de lien social. Bon, alors là, ça paraît évident, on le sait depuis Aristote, Stéphane l'a rappelé. L'homme est un animal social, donc s'il ne se lie pas avec les autres, il ne peut pas se construire individuellement. Le deuxième type de suicide, c'est ce qu'il appelle le suicide altruiste. Donc là, celui-là, il est dû à une intégration excessive. Ce sont des gens qui se sacrifient pour le bien de la communauté. Ou en tout cas, qui croient le faire. Mais ça, Durkheim, il l'identifie bien comme une forme d'aliénation, une forme de perte d'identité. C'est quand je ne sais pas qui je suis que je me perds dans la foule. Et le troisième type de suicide, c'est le suicide qu'il appelle anomique. C'est-à-dire qu'il y a chez l'individu une désintégration des normes sociales. On ne sait pas bien quel est le sens de la vie, et c'est quand on dit qu'en ce moment on est perdu. On est dans une forme d'anomie. Anomie, ça vient de anomos, absence de loi. Et quand on est perdu, si on n'arrive pas à se retrouver, c'est pourquoi on se suicide. Maintenant, d'après ces catégories, je crois qu'on peut les transposer parfaitement à l'échelle de la société. Lorsqu'une société, d'abord, perd le lien social, elle devient une société individuelle, c'est une société qui tombe dans l'égoïsme et dans l'individualité. Lorsqu'une société, dans un deuxième temps, au contraire développe le social à l'excès au point d'en oublier l'individu, alors elle est déséquilibrée. D'où l'intérêt chez Auguste Comte de la régulation entre le social et le spirituel, et l'individuel. Il faut, pour Auguste Comte, ne pas se perdre dans la foule. C'est vraiment cette métaphore, et je la trouve pas mal parce qu'il ne faut pas se perdre dans la foule, mais ni non plus rejeter la foule absolument et s'enfermer soi-même. Et surtout, lorsqu'une société n'a plus aucun sens, comme je crois on peut dire que c'est le cas aujourd'hui, alors elle tombe dans ce que Durkheim appelle l'anomie et finit par se suicider en tant que société. Nous sommes dans des sociétés dépourvues de sens commun, où même la division du travail ne donne plus de sens à l'existence d'un commun, qu'elle avait pourtant promis, en raison du manque de sens dans le contenu du travail, le contenu de la production. Une forme d'aliénation, au final, qui se répand dans toute la société, sous la forme d'un nihilisme pur, qui est la cause des maladies, de toutes les maladies qu'on connaît, du XXe et du XXIe siècle. Alors maintenant, vous le savez, en ce qui concerne les maladies du XXe et du XXIe, on a les statistiques. La grande maladie qui a touché le XXe siècle, c'était la dépression. Et celle du XXIe, c'est ce qu'on appelle le burn-out, c'est-à-dire l'épuisement et la perte de sens au travail. Et donc vraiment, ça montre que le travail a une place très importante dans la vie. Et donc, si ces deux maladies, maintenant, ne sont pas le symptôme de l'anomie de nos sociétés, alors je ne vois pas ce que c'est. Le nihilisme, pour quand même un peu préciser ce concept,
C'est un concept développé par Platon d'abord, puis repris par Nietzsche, qui vient de nihil en latin, qui veut dire rien. Alors pas qui veut rien dire, mais qui veut dire rien. Pour Nietzsche, le nihilisme désigne la forme et le sens de la crise qui affecte la civilisation dans tous ses aspects. La décadence, comme il l'appelle, constitue l'état morbide que prend cette crise dans le monde et qui finit par se confondre avec l'idée même d'humanité. Le nihilisme, c'est lorsque le sens de la société tout entier vacille et ne jette plus que quelques lueurs comme un soleil qui va s'éteindre. Le nihilisme, c'est l'expérience de la fatigue du sens qui se traduit par une grande lassitude. Le grand dégoût en l'homme et de l'homme pour lui-même. C'est l'anomie dont nous parlions tout à l'heure, à l'échelle, cette fois, collective. Rien ne vaut plus, tout se vaut, tout s'égalise, tout est égal, équivalent, le vrai, le faux, le bien, le mal, tout est dépassé, usé, vieilli, terni ou mourant. C'est une agonie indéfinie du sens, un interminable crépuscule, non pas un anéantissement défini du sens et des significations, mais leur naufrage indéfini. Et ce naufrage, c'est un naufrage du social. Le peuple, que dis-je, les individus, deviennent alors porteurs de haine envers eux-mêmes, ce qui est absolument contraire avec l'idée de société, avec des valeurs communes et un sens commun. La société dépourvue d'idéal de grandeur, naturellement rapetissit. Et c'est ainsi qu'on peut lire dans un passage de Ainsi parlait Zarathustra de Nietzsche, « Embrasser modestement un petit bonheur, voilà ce qu'ils appellent résignation. Et en même temps, ils se mettent à loucher modestement vers un nouveau petit bonheur. » Ça, s'il avait vraiment vu la société consumériste. Au fond, il n'y a qu'une seule chose que ces gens souhaitent vraiment, que personne ne leur fasse de mal. Mais ceci est lâcheté, bien qu'ils appellent ça vertu. Et quand un jour ils se mettent à parler d'une voix rude, ces petites gens, moi je n'y entends que leur enrouement. Le moindre courant d'air, en effet, les fait s'enrouer. Alors, dans un monde à la fois mondialisé et individualiste, peut-on encore avoir de l'espoir ? Eh bien, je crois que c'est Nietzsche, dans la suite du paragraphe précédemment cité, qui va nous donner l'espoir à travers ce qu'il appelle lui-même le nihilisme. Le nihilisme, cette fois, le nihilisme actif. Donc Nietzsche ajoute « Ils sont pleins de discernement, leurs vertus ont des doigts intelligents, mais il leur manque les poings. Leurs doigts ne savent pas se cacher derrière des poings. Pour eux, est vertu ce qui rend modeste et docile. Ainsi, ils ont fait du loup un chien et de l'homme lui-même le meilleur animal domestique de l'homme. » Ces points dont nous parle Nietzsche, ce loup, je crois peut être vu comme un modèle anthropologique, c'est-à-dire une vision de l'humain qui doit se retrouver en tant que loup et ne plus être un chien. La volonté de puissance nietzschéenne, le goût du beau, le goût du bien, des valeurs morales irréligieuses trouvées ou retrouvées, pourrait constituer un retour d'une civilisation en pleine santé. Mais ce nihilisme actif, nous dit Nietzsche, il n'est pas réservé à tout le monde. Enfin, il n'est pas accessible à tout le monde, il est réservé à l'élite intellectuelle, pas l'élite économique, et aux esprits libres. Tout le monde n'en est pas capable. Sauf qu'aujourd'hui, nos civilisations, je crois, sont dépourvues de grands hommes et d'esprits libres, avalés par la machine économique et la médiocrité. Autrement dit, on préfère Cyril Hanouna à la télé que quelqu'un qui nous rendrait plus intelligents et qui nous élèverait, plus instruits. Donc, on posait aujourd'hui la question des effets sur la société des écarts colossaux de richesse entre les individus. Les voici établis. Perte de lien social, anomie, suicide, nihilisme, dépression, burn-out. Alors en attendant, tant que le nihilisme sera présent dans nos sociétés, tant que les écarts de richesse continueront de s'accroître, tant que nous ne serons que des travailleurs ou des parasites, tant que nous n'aurons pas la volonté de s'émanciper de ce culte du médiocre pour retrouver le lien social et la convivialité, alors plus on tentera de s'élever et plus on paraîtra petit à ceux qui ne savent pas voler. Merci à tous.